Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le silence d'un itinéraire meurtrier, celui d'un homme qui n'aimait pas laisser de traces, un tueur nomade qui a transformé la planification en doctrine. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous conduire le long de routes désertes, de cages enterrées et de veilles glacées. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres. Il était de ces hommes qu'on oublie aussitôt qu'on les a croisés. Ni grand, ni petit. Ni charmant, ni repoussant. Il n'attirait pas l'attention. Et c'était précisément ce qu'il voulait. Israel Kay. Un nom à consonance biblique, pour un homme dont la religion était le contrôle. À Anchorage, en Alaska, il vivait au bout d'une impasse. Une maison sans histoire. Une allée mal dégagée. Un garage plein d'outils. À qui posait des questions, il répondait qu'il était entrepreneur en rénovation. Parfois électricien. Parfois charpentier. Mais toujours seul sur ses chantiers. Toujours silencieux. Il avait une fille. Une petite blonde, polie, discrète. Un labrador noir. Un vieux pick-up. Un quotidien presque banal. Une vie presque normale. Il partait souvent le week-end. Camping. Randonnée. Escalade. C'est ce qu'il disait. Personne n'y voyait malice. Dans cette ville où tant d'hommes s'échappaient dans la nature pour chasser ou pêcher, il ne faisait pas exception. Mais lui, ce n'était pas le gibier qu'il traquait. Israel Kay avait appris à se faire oublier. À être moins qu'une ombre. Et dans cet effacement, il traçait des plans. Dans sa cave, il stockait des boîtes étanches. Des cordes. Des armes. Des sacs poubelles. Il entassait. Il préparait. Mais toujours dans le silence. Pas de cris. Pas de pulsion. Pas de fureur. Il ne criait pas à la lune. Il ne hurlait pas à l'injustice. Il n'avait pas besoin de chaos. Il créait de l'ordre. Le sien. Son visage ne trahissait rien. Pas d'excès. Pas de tremblement. Juste des gestes mesurés. Des trajets méticuleusement choisis. Des outils nettoyés avec rigueur. Il n'aimait pas les autres tueurs en série. Il les trouvait bruyants. Sales. Maladroits. Lui, il voulait la perfection. Un crime sans trace. Un meurtre sans nom. Un passage sans empreinte. Dans les forêts glacées d'Alaska, il apprenait à disparaître. Il dormait sous les branches. Il écoutait les pas des animaux. Et parfois, au milieu de la nuit, il souriait. Parce qu'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Le mal ne fait pas toujours de bruit. Parfois, il se contente d'observer. Et d'attendre. Israel Kay n'est pas né dans une banlieue pavillonnaire. Il est né à l'écart. Dans l'ombre d'une Amérique qui existe encore, mais qu'on préfère ignorer. Une Amérique de cabanes de bois, de lampes à huile, depuis gelé l'hiver. Sa famille a d'abord vécu en Utah, avant de se perdre dans l'immensité glacée de l'Alaska. Pas d'électricité. Pas d'eau courante. Pas d'école. Seulement les prières, les corvées, et le silence. Ses parents, survivalistes convaincus, ultra-religieux, avaient décidé que le monde moderne était corrompu. Ils voulaient vivre à l'écart des impurs. Ils voulaient des enfants façonnés par la discipline et la Bible, pas par la télévision et les instituteurs. La cabane où Israël a grandi était plus une prison qu'un foyer. Les journées commençaient avant l'aube. Couper du bois. Porter l'eau. Déneiger le toit. À 14 ans, il maniait déjà la hache comme d'autres un stylo. Il posait des pièges dans la forêt. Il dépiotait les carcasses d'animaux avec une précision qui, plus tard, trouverait une autre application. Chaque geste appris dans cette enfance rude était une leçon de survie. Mais c'était aussi une leçon de détachement. Car dans cette maison, il n'y avait pas de place pour les émotions. Son père frappait. Humiliait. Sa mère priait, s'effaçait, pardonnait. Les enfants apprenaient à se taire. À ne rien demander. À disparaître dans les tâches quotidiennes. Et Israël, lui, disparaissait plus que les autres. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait. Il apprenait à marcher sans bruit dans les bois, à se confondre avec les ombres des arbres. Mais derrière cette façade de discipline, une autre graine germait. À force d'observer les animaux se débattre dans ces pièges, il commença à s'imaginer autre chose.
des épreuves, des chasses. Non plus contre les bêtes, mais contre ceux qui croisaient son regard. Il avait compris une chose essentielle. Dans la forêt, personne ne vous entend. Et personne ne viendra. Cette enfance austère, coupée du monde, façonnée par la peur et le silence, avait fait de lui un être à part. Un adolescent déjà convaincu que les règles sociales n'étaient que des illusions. Qu'on pouvait les contourner. Qu'on pouvait les abolir. Et dans le froid de l'Alaska, entre deux prières forcées et deux troncs abattus, Israel Kay commençait à rêver. Non pas de liberté, mais de contrôle. Un contrôle absolu. Dans les forêts de l'Ouest américain, les joggeurs viennent chercher l'air pur, le silence, la liberté. Ce jour-là, l'un d'eux n'est jamais revenu. Israel Kay avait 14 ans. Encore un adolescent, mais déjà pétri de discipline et d'isolement. Il connaissait la forêt mieux que ses camarades connaissaient leur propre rue. Il savait où poser un piège, où se cacher, où attendre. Et surtout, il savait qu'ici, personne ne viendrait interrompre ses pensées. Ce n'était pas la colère qui l'animait. Pas même une pulsion incontrôlée. C'était une curiosité froide, glaciale. Il voulait savoir. Savoir s'il en était capable. Savoir si la barrière entre l'idée et l'acte existait vraiment. Alors il choisit. Un jogger solitaire, respirant fort, absorbé par son effort. Il attendit. Le bruit des pas dans la terre humide se rapprocha. Il sortit de l'ombre. Et il frappa. Ce n'était pas un déchaînement de violence, mais une exécution maladroite, brutale. Un corps qui tombe, un souffle qui s'arrête, un silence qui engloutit tout. Puis plus rien. Pas de cri. Pas de témoin. Juste un garçon qui venait de franchir la ligne invisible. Plus tard, des années plus tard, il évoquera cet épisode à demi-mot. Sans donner de nom, sans donner de lieu. Un meurtre fantôme, jamais confirmé, jamais élucidé. Un crime qui n'existait que dans ses aveux distillés à la police. Mais pour Israel Kay, ce moment fut une révélation. Il découvrit que la peur n'était pas en lui, mais dans l'autre. Que la vie pouvait être suspendue d'un seul geste. Et que lui, dans ce geste, trouvait une étrange satisfaction. Celle de pouvoir. Ce n'était pas de la rage. Pas un plaisir sadique. C'était un test. Un rituel intime. Une preuve que, désormais, il avait sa propre règle du jeu. Ce jour-là, au fond des bois, Israel Kay avait versé son premier sang. Et dans le silence de la forêt, il comprit une chose essentielle. L'homme pouvait disparaître comme un animal. Et si personne ne le cherchait, alors il n'avait jamais existé. Israel Kay n'était pas un prédateur ordinaire. Il ne chassait pas au hasard. Il préparait. Dans tout le pays, de l'Alaska au Vermont, il enterrait des boîtes étanches, soigneusement dissimulées sous la terre humide. À première vue, de simples seaux en plastique. Mais à l'intérieur, un arsenal. Un revolver graissé. Une corde enroulée avec soin. Un rouleau de ruban adhésif. Des menottes. Des sacs poubelles. Un flacon de détergent. Parfois même un bidon d'essence. Chaque kit était une promesse. Une scène de crime préfabriquée, prête à être jouée, qu'il n'aurait qu'à déterrer des mois, parfois des années plus tard. Tout était pensé pour durer, armes huilées, lames protégées, tissus emballés dans du plastique. Rien ne devait s'abîmer. Rien ne devait trahir le temps. Il ne tuait pas par pulsion. Il refusait l'improvisation. Kay avait compris ce que tant d'autres tueurs ignoraient, le désordre mène à l'arrestation. Lui voulait l'ordre. L'efficacité. L'invisibilité. Un voyage d'affaires? Il savait déjà où creuser. Un week-end en famille? Il avait enterré, à quelques kilomètres, de quoi changer une vie en cauchemar. Il prenait l'avion, louait une voiture, parcourait des centaines de kilomètres, pour parfois ne rien faire. Il se contentait de vérifier son trésor, de réajuster le couvercle, d'effacer les traces. Puis il repartait. Patient. Chaque kit était une pièce de théâtre. Le décor attendait. L'instrumentation était prête. Il ne manquait que l'acteur principal, la victime. Et lorsqu'il revenait, il savait exactement quoi faire. Pas de magasinage de dernière minute. Pas de traces de carte bancaire.
Pas d'achat suspect à relier à son nom. Tout était déjà là, enterré dans le sol, comme une racine qu'il n'aurait qu'à déterrer. Israël Kay ne préparait pas des crimes. Il préparait l'impossibilité de se faire prendre. Et c'est ce détail, plus que ces meurtres, qui glace encore aujourd'hui. Il avait fait du meurtre une discipline. Il n'y a rien de romantique dans la mobilité de Kay. Pas d'aventurier à la peau burinée revenant de contrées lointaines. Sa mobilité était purement utilitaire, froide comme un planning. L'avion, la location de voitures, le paiement en liquide, autant de gestes calibrés pour effacer un fil. Il transformait les infrastructures civiles, gares, aéroports, agences de location en relais anonymes, en voie rapide vers l'effacement. Il choisissait la destination comme d'autres choisissent une page blanche. Un point sur la carte. Pas de recherches obsédantes, pas de liste de préférences. Parfois une grande métropole, parfois une bourgade que la plupart des Américains n'auraient même pas su situer sur un atlas. Souvent des villes où personne ne l'attendrait. Souvent des lieux où la vie tient à un rythme ordinaire, boulangerie, boulot, retour à la maison. C'est dans cette ordinarité qu'il repérait l'exception, une maison légèrement isolée, un trottoir peu éclairé, un chien qui ne fait pas de bruit la nuit. Il marchait des heures. Sans but apparent. Le regard fuyait, poli, anonyme. Il faisait semblant d'être un touriste, un ouvrier en déplacement, un père de passage. Tout pour que son apparence se fonde dans le paysage. Mais sous cette apparence se travaillait une procédure. Repérer les horaires, écouter la respiration d'un quartier, enregistrer mentalement la manière dont une porte est fermée, mémoriser l'emplacement d'un muret qui servira d'appui pour soulever une fenêtre. Il étudiait les gestes les plus banals comme on étudie une partition, le rythme, les pauses, les silences. Sa sélection n'avait rien d'un coup de tête romantique. Il ne cherchait pas la beauté, le drame, le symbole. Il cherchait la possibilité. Une maison isolée où l'occupant rentre seul à la nuit tombée. Une rue où la routine dessine des fenêtres ouvertes à certaines heures. Une habitation avec une lumière qui trahit l'absence d'alarme. Il observait les voitures, lisait les plaques, comptait les allées et venues. Parfois il restait une nuit entière à proximité, en retrait, à l'ombre, à écouter. Parfois il partait sans rien faire, laissant la scène intacte. Parfois il revenait des semaines plus tard pour vérifier. Il y avait une élégance mécanique dans sa façon d'opérer. Kay n'était pas pressé. Il aimait l'intervalle entre la décision et l'acte. Cet intervalle, c'était la sécurité. Il attendait l'heure où le temps travaille pour lui, la fatigue, l'oubli, la baisse de vigilance. Il repérait les maisons sans voisins curieux, les chemins d'accès faciles, les dépendances qui offraient un passage. Celles où un retour à la nuit noire ne déclencherait aucune alarme sociale. Quand il entrait dans une maison, il le faisait sans fracas. Pas de bris de vitres spectaculaires, pas de boucle d'éclat inutile. La discrétion était sa signature, l'absence de signature. Il verrouillait le silence comme on ferme un cercueil. Parfois il forçait une porte arrière, parfois il utilisait une clé trouvée ou volée, parfois il se glissait par une fenêtre laissée entrebâillée. Il fouillait peu. L'intérêt n'était pas le vol, ou du moins pas le vol au sens commun. S'il prenait quelque chose, c'était pour créer une diversion ou pour laisser croire à un cambriolage raté, afin que l'absence d'indices apparentes semble logique. Ce qui rendait sa méthode plus dangereuse que la violence bestiale, c'est son absence de cible fixe. Pour les enquêteurs, la logique facilite l'enquête. Un profil, un mobile, une signature conduisent à des recoupements. Kay supprimait la logique. Il frappait ici parce que la maison offrait une brèche, puis là parce qu'un couloir urbain lui avait paru propice. La victime pouvait être un couple âgé, un jeune étudiant, une caissière seule qui fermait son kiosque. Il n'y avait pas de pattern émotionnel, seulement des motifs pratiques. L'isolement, l'habitude non protégée, l'absence de témoins. Il ne cherchait pas la domination publique, il cherchait l'effacement privé. Chaque crime devait être une tache d'huile qui ne laissait pas d'anneau de contamination. Si l'on pouvait relier un meurtre à un autre, alors il adaptait son itinéraire, changeait d'état, retournait à un kit enterré qu'il avait préparé des mois auparavant. La planification logistique était autant un plaisir qu'une nécessité pour lui. Retirer une plaque d'immatriculation, acheter un billet sous un faux nom, dormir dans un motel qui n'exige pas de pièce d'identité.
Ces voyages ressemblaient parfois à des vacances sans but, et c'était précisément ce qui les rendait parfaits. La nomadisation était aussi un moyen de rendre l'horreur indécidable. Les familles restaient sans réponse, pourquoi chez eux? Où est la logique? Les médias peinaient à établir un lien, la police éparpillait ses ressources sur des pistes locales, sans imaginer que le fil conducteur traversait des milliers de kilomètres. Kay transformait chaque lieu en scène unique, sans message, sans signature dramatique. Et c'est précisément dans cette absence de message que se nichait la peur. L'idée qu'à tout moment, n'importe quelle porte pourrait s'ouvrir sur le vide. Parfois, pourtant, il ne passait qu'une nuit. Il revenait au matin, prétendait n'avoir rien vu. On le croisait dans un dîner, il commandait du café et regardait passer la vie. Et parfois encore, après avoir muni sa voiture d'un nouveau couvercle, il repartait sans avoir déclenché l'acte. Le meurtre était pour lui une possibilité parmi d'autres, une possibilité qu'il conservait disponible. Et cette disponibilité suffisait à son calme, savoir qu'il pouvait agir à volonté, sans que personne ne pût en tracer la route. La carte de l'Amérique finit par lui ressembler, des points, des trajets, des nuits. Des lieux où quelque chose avait basculé et où personne, le plus souvent, n'aurait su pourquoi. Le tueur nomade avait fait du pays son terrain de chasse. Et dans la banalité des vols, des vacances et des affaires, il s'était donné le luxe suprême, être partout et nulle part à la fois. Burlington, Vermont. Juin 2011. Une ville tranquille, entourée de collines vertes, de maisons de briques et de porches fleuris. Un décor de cartes postales, presque trop paisible pour imaginer l'ombre qui s'approchait. Bill et Lorraine Currier vivaient une vie discrète, sans éclat. Un couple de classe moyenne, pas de dettes, pas de scandale. Le genre de voisins qu'on salue sans les connaître vraiment, qu'on associe à la normalité rassurante d'une Amérique immobile. Le soir de leur disparition, rien ne laissait présager l'irruption de la violence. Kay les avait choisis comme on choisit un numéro au hasard. Une maison isolée, une entrée facile, un chemin d'accès propice. Pas de raison personnelle. Pas de rancune. Pas même un désir particulier pour ce couple. Juste la possibilité. Et c'est tout ce qu'il lui fallait. Il a pénétré leur maison dans le silence. Pas de fracas, pas de vitres éclatées. L'intrusion n'était qu'un murmure, une présence invisible. Puis, d'un geste calculé, il a pris le contrôle. Menottes. Corde. Ordre bref, voix glaciale. Le couple n'a pas eu le temps de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage. Bill et Lorraine furent conduits ailleurs, dans un lieu choisi pour sa discrétion. Pas de témoins, pas de caméras, pas de voisins éveillés. Là, il a mis fin à leur vie, avec la méthode clinique qui le caractérisait. Pas de débordement, pas d'improvisation. Un meurtre net. Double. Parfaitement orchestré. Le lendemain, les Currier étaient simplement absents. Pas de lutte visible dans la maison. Pas de sang. Pas de traces flagrantes. Seule une porte entr'ouverte. Une voiture disparue. Et un silence pesant. La police lança des recherches. Des battues dans les bois, des appels dans les journaux. Mais rien. Aucune piste tangible. Le couple semblait s'être évaporé, avalé par la nuit. Leur famille attendait, espérait. Les voisins chuchotaient. Mais au fil des semaines, l'affaire s'éteignit doucement, classée parmi les mystères insolubles. Il faudra attendre un an plus tard, lors des interrogatoires de Kay, pour que l'ombre se dessine enfin. Il racontera, avec une précision glaçante, comment il avait choisi la maison, comment il avait déplacé le couple, comment il avait effacé toute trace. Il ne révéla pas où se trouvaient les corps. Ils ne furent jamais retrouvés. Le meurtre des Currier reste, encore aujourd'hui, une plaie béante. Une disparition sans adieu. Un vide sans sépulture. Et l'une des démonstrations les plus terrifiantes de l'art de Kay. Tuer sans laisser la moindre empreinte. Israel Kay n'aspirait pas à la renommée sanglante des monstres médiatiques. Il fuyait la trace comme d'autres fuient la lumière. Là où certains laissent des signatures, un geste, un symbole, une mise en scène, Kay travaillait à rendre l'histoire incomplète, à installer l'oubli. Son objectif n'était pas seulement d'enlever des vies, c'était d'enlever toute possibilité de récit. Les victimes s'accumulent dans les archives non comme des biographies mais comme des blancs.
un visage sur une photo floue, une date d'envoi, parfois une montre, un bout de tissu. On retrouvera, plus tard, des indices minuscules, une carte postale pliée, un reçu, une trace de pneu qui n'ouvre sur rien. Ces lambeaux n'aboutissent pas à une route mais à un cul-de-sac. C'est voulu. Le vide est sa stratégie. Il organisait ses disparitions comme un entrepreneur gère une chaîne logistique. Chaque action avait une anticipation. Avant d'abaisser une main, il avait déjà en tête le chemin inverse, le nettoyage, la mise en scène plausible. Il préparait les cachettes des outils, il avait enterré les kits, il connaissait les horaires des services de ramassage des poubelles d'un quartier, il savait à quelle heure la poste fermait dans une bourgade. L'improvisation, chez lui, était une faute, l'anticipation, une vertu. Les corps qu'il a pris ne sont pas toujours partis dans un même lieu. Certains furent abandonnés dans des bois, perdus sous l'humus, d'autres, dissous ou incinérés ailleurs. Quelques dépouilles, lorsqu'elles existent encore, sont fragmentées par l'effort méthodique de dissimulation. Mais surtout, il laissait derrière lui une absence. Pas de tombe, pas de pierre, pas d'adresse où déposer une bougie. Pour les familles, le deuil se transforme alors en une attente sans nom qui s'étire et qui ronge plus sûrement que la colère. Sans corps, il n'y a pas d'enterrement, sans enterrement, il n'y a pas de fin. Cette stratégie du vide a deux effets pervers. D'abord, elle protège l'auteur, si la preuve manque, l'enquête ne peut pas se conclure. Ensuite, elle inflige une seconde blessure aux proches. L'absence de corps est une condamnation à l'incertitude perpétuelle. Kay n'enlevait pas seulement des vies, il volait aussi la possibilité de dire adieu. Quand, parfois, il laissait une photo, un dessin, un artefact, il le faisait avec une ironie calculée. Assez pour piquer la curiosité, insuffisant pour livrer la clé. Il jouait avec la police comme un musicien joue avec des temps morts. Il donnait des notes, séparées, dissonantes, et attendait que les enquêteurs composent une mélodie qu'il avait déjà refusé d'écrire. Il parlait peu, mais quand il parlait, il choisissait ses moments, il concédait des fragments, jamais les séquences complètes. Cette méthode de divulgation calculée le rendait insaisissable, il fournissait du matériau, mais pas la narration. Il y avait une certaine cruauté froide dans ce refus d'offrir un récit. Les familles se retrouvaient prisonnières de questions sans point final. Des parents regardaient des photos d'objets trouvés et essayaient d'y deviner un visage. Des frères lisaient des comptes rendus de fouilles hypothétiques et espéraient l'erreur qui permettrait une vérité. La bureaucratie du deuil s'entassait, dossiers classés, dossiers rouverts, témoins recontactés. Au milieu de cet écheveau administratif, Kay cultivait son anonymat comme on peaufine un masque. Il organisait l'oubli. Il pensait la disparition comme une opération silencieuse. Enlever quelqu'un, oblitérer la piste, retourner à la banalité. Il mesurait la peur qu'il installait non par des hurlements mais par le manque de mots. Là où d'autres semaient des légendes, il semait le silence. Et ce silence, au fil des années, a formé un paysage glacé, des familles sans tombe, des enquêtes inachevées, des rubans jaunes qui s'enlèvent faute de piste. Les rares fois où des enquêteurs ont entrevu un motif, une coïncidence de date, un trajet répété, un kit effectivement retrouvé, Kay a su fermer la boucle. Il changeait d'état, de plaque, de logique. Il semblait se moquer des catégories qu'on voulait lui imposer, tueur en série, psychopathe, érotomane. Aucune étiquette ne collait parfaitement. Il était, à la fois, plus prosaïque et plus terrifiant, non pas un monstre de roman, mais un artisan de l'effacement. Et puis il y avait les photographies, ces images retrouvées dans ses affaires, des visages parfois flous, des regards capturés comme on prend une image d'un paysage. Ces clichés posent une question terrible, combien d'existences y sont réduites? Des vies transformées en images anonymes. Kay aimait laisser des traces qui ressemblent aux souvenirs sans jamais offrir la clé. Un fragment de visage sur une pellicule, une main dans une ombre et la police s'efforce, pendant des mois, des années, à relier ce fragment à un nom, à une adresse, à une famille. L'absence organisée a une esthétique, elle est froide, mécanique, sans lyrisme. C'est là que réside l'horreur réelle de Kay. Il n'offrait ni scénario ni revanche. Il laissait seulement des vides à remplir, et c'est une punition plus longue que la mort. Les proches vivent avec l'intervalle qui ne se referme pas. Les enquêteurs vivent avec le dossier qui ne colle pas.
la presse avec les titres qui parlent d'énigmes. Et le mal, quant à lui, continue d'exister hors de tout récit consolateur. Kay n'était pas un personnage de conte, il était une procédure. Et en organisant l'effacement, il a inventé une violence plus ténue et plus durable. La violence du non-dit, du non qui ne revient jamais, de la fin qui n'arrive pas. Ceux qui cherchent encore des réponses fouillent des cartes, recoupent des tickets, recomposent des itinéraires. Ils arrachent peu à peu des pans d'un voile trop soigneusement posé. Mais la plupart du temps, ils trouvent des morceaux. Des « peut-être ». Des « peut-être pas ». Et dans ces incertitudes, Kay a trouvé son triomphe final, faire exister la mort sans lui accorder le récit qu'elle mérite. Février 2012. Anchorage, Alaska. La neige tombait en silence sur les parkings vides, étouffant le bruit des moteurs et des pas. Le soir s'épaississait, et dans la petite cabane de bois du Common Ground Coffee, une jeune fille de 18 ans s'apprêtait à fermer boutique. Samantha Koenig. Un prénom banal, une vie tranquille. Elle travaillait pour payer ses études, souriait par politesse, rêvait de voyages qu'elle ne ferait peut-être jamais. Le genre de jeune femme qu'on croise sans remarquer, qu'on imagine en sécurité parce qu'elle rentre toujours avant minuit, parce que la ville semble calme sous la neige. Mais ce soir-là, le calme avait un visage. Celui d'un homme immobile, silhouette droite dans le halo des lampadaires, observant la lumière qui vacillait derrière la vitre du kiosque. Israël Kay attendait. À 20h, Samantha éteignit la machine à café, remit sa veste, ferma la caisse. Quand elle leva les yeux, il était là. Calme. Neutre. Le visage à moitié dissimulé sous une cagoule noire. Elle crut d'abord à un simple vol. Elle ouvrit la caisse, tendit l'argent. Mais il ne la regardait pas comme on regarde une caissière. Il la regardait comme un projet terminé. Il l'obligea à sortir. Le froid la saisit. Le parking était vide. La caméra de surveillance enregistrerait plus tard une image presque banale, une jeune fille docile, un homme qui la conduit vers l'obscurité. Rien d'un enlèvement. Juste deux silhouettes qui disparaissent dans la nuit. Kay avait tout planifié. La corde, la planque, le timing. Il n'avait pas choisi Samantha pour ce qu'elle était, mais parce qu'elle était là. Un hasard méthodique, un choix sans émotion. Il l'enleva. La séquestra dans un hangar, à quelques kilomètres de là. Ce qui suivit, il le raconta plus tard, d'une voix sans intonation. Des faits, des gestes, rien de plus. Il l'avait violée. Puis tuée. Sans colère, sans jubilation. Simplement parce que c'était le moment prévu pour tuer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Kay, fidèle à sa logique du contrôle total, voulait brouiller les pistes. Alors, il conserva le corps. Pendant plusieurs jours, il la laissa dans le froid, la recousit, la maquilla. Il plaça son visage sous la lumière d'une lampe, ajusta les traits pour qu'ils paraissent paisibles. Puis il prit une photo. Sur l'image, Samantha semblait vivante. Ses yeux ouverts, son teint rosé par la glace. Une illusion parfaite. Kay envoya la photo à la famille avec une demande de rançon. Son père, croyant encore au miracle, paya. Il espéra. Il pria. Il ne savait pas que le corps de sa fille était déjà sans chaleur depuis une semaine. Les enquêteurs découvrirent plus tard la précision morbide du stratagème. La photo truquée, le texte de la lettre, la carte bancaire volée utilisée pour collecter l'argent. Tout, chez Kay, avait été orchestré pour prolonger le mensonge non pour l'argent, mais pour le pouvoir que lui procurait la manipulation. Samantha devint la dernière victime connue d'Israël Kay. Son nom, plus que les autres, hante les rapports d'enquête, car il incarne la perfection froide de son mode opératoire, anonymat, méthode, effacement. Une jeune fille prise au hasard d'un parking, transformée en pantin posthume, symbole d'une cruauté sans émotion. Quand la vérité éclata, l'Alaska sembla se figer. La neige, cette même neige qui avait recouvert ses traces, devint le linceul collectif d'une ville sidérée. Le père de Samantha refusa longtemps de croire que la photo n'était qu'une mise en scène. Il disait encore, « Regardez, elle a les yeux ouverts. » Oui, mais c'était Kay qui les avait ouverts. Il avait tout prévu. Chaque qui t'enterrait. Chaque déplacement. Chaque silence.
Israel Kay avait bâti sa réputation sur une règle simple, ne jamais laisser de traces. Et pourtant, la chute est souvent une question de détail. Pas un aveu. Pas un témoin. Un simple morceau de papier. Mars 2012. Après l'enlèvement et le meurtre de Samantha Koenig, Kay entreprend un voyage. Un road trip qui devait le fondre dans l'anonymat des grandes routes américaines. Du Texas à l'Arizona, jusqu'au Mexique. Il avait pris soin d'effacer les pistes, cartes prépayées, voitures louées, itinéraires sans logique apparente. Mais un soir, dans une station-service, il commet une erreur. Une carte bancaire. Celle de Samantha. Utilisée pour un retrait dérisoire. Une caméra de surveillance qui filme trop large. Une plaque d'immatriculation notée par un employé qui ne l'oubliera pas. Et ce ticket, ce reçu imprimé, froissé, jeté trop vite. L'homme qui avait pensé ses crimes comme une mécanique parfaite venait de laisser entrer la poussière dans son engrenage. Le FBI, qui jusque-là peinait à relier les disparitions, tient enfin une piste. Minuscule. Fragile. Mais suffisante pour remonter le fil. Le 13 mars 2012, Kay est arrêté à Lufkin, Texas. Dans sa voiture, une cagoule, un revolver, des cartes prépayées, et l'arme des retraits bancaires. Rien d'un accident. Tout d'un arsenal. Mais ce n'est pas pour meurtre qu'on le met au fer. Pas encore. Le mandat parle de fraude bancaire. Quelques lignes sèches pour un homme qui traînait derrière lui une traînée de morts invisibles. Au moment de son arrestation, Kay ne résiste pas vraiment. Pas de scène de film. Pas de course-poursuite dramatique. Un homme calme, presque banal, sort de sa voiture. Les policiers s'attendaient à un monstre. Ils trouvent un visage terne, fatigué, qui ne dit rien. Mais ce rien est déjà trop. Car dans les jours qui suivent, les enquêteurs comprendront qu'ils viennent de capturer non pas un simple fraudeur, mais un fantôme de sang qui a traversé l'Amérique entière sans jamais être vu. Dans la salle d'interrogatoire, l'air est lourd. Un néon grésille. La caméra tourne. Face à lui, des agents du FBI aguerris. Mais ce n'est pas un procès qu'il commence, c'est une partie d'échecs. Israel Kay coopère. Du moins, c'est ce qu'il laisse croire. Il répond. Lentement. Mesure ses mots comme s'ils avaient un prix. Chaque phrase, pesée. Chaque détail, fractionné. Il offre des aveux, incomplets. Des confessions tronquées, calibrées pour éveiller la curiosité sans jamais livrer la vérité entière. Il admet des meurtres. Mais combien? Moins de 12, dit-il. Moins de 12, un chiffre vague, volontairement flou. Assez pour choquer, pas assez pour confirmer. Il décrit des enlèvements, des méthodes, des préparations. Mais jamais de nom. Jamais d'adresse. Les enquêteurs comprennent vite qu'il joue. Qu'il dicte le rythme. Qu'il veut garder le pouvoir, même enfermé. Chaque mot est un piège. Vermont, lance-t-il. Et l'équipe se rue sur les archives. Un an plus tard, on relit les courriers. Mais trop tard. Les corps ne seront jamais retrouvés. Chaque silence est un mur. Quand on lui demande un détail, il sourit, baisse les yeux. Et se tait. Le vide, chez lui, est une arme plus forte que les aveux. Kay ne cherche pas la gloire. Il ne veut pas de surnom. Il méprise les tueurs en série qui, selon lui, se font attraper parce qu'ils parlent trop. Lui n'offre que des fragments. Un puzzle incomplet que les enquêteurs devront assembler, sans jamais voir l'image finale. Et plus il parle, plus l'horreur grandit. Car ce qu'il raconte ne ressemble pas à des pulsions, ni à de la folie. C'est une organisation froide. Une planification clinique. Le meurtre comme un métier. Dans la salle, les agents notent, croisent, tracent des lignes rouges sur une carte. Mais Kay, lui, conserve la clé. Il est le seul à savoir où reposent certains corps. Il est le seul à savoir combien de vies il a vraiment prises. Et il le restera. Car Israel Kay ne parle pas pour aider. Il parle pour garder le contrôle. Pour prouver que même enchaîné, même enfermé, il est encore celui qui décide. Un aveu, un silence. Une vérité, un mensonge. Le tueur qui parle, mais jamais assez. On aime croire que les tueurs en série sont des bêtes sauvages,
dévorés par leurs pulsions, incapables de résister à la faim qui les ronge. Israël Kay brisait cette image. Il n'était pas fou, pas sadique, pas esclave de ses instincts. Il était organisé. Lui-même le disait, il méprisait les autres tueurs en série. Trop désordonnés, trop bruyants, trop pressés. Il les considérait comme des amateurs qui se trahissaient eux-mêmes, obsédés par leur signature, avides de reconnaissance. Lui voulait l'anonymat. Lui voulait le contrôle. Kay tuait comme d'autres montent un meuble. Avec méthode, outils, plan d'action. Chaque geste était pensé avant d'être accompli. Chaque étape suivait la précédente comme dans un manuel invisible. Préparer les kits, choisir le lieu, observer les routines, calculer le moment. Puis frapper. Et disparaître. Il ne cherchait pas la souffrance, ni même le spectacle. Ce n'était pas la victime qui comptait. C'était l'acte. Le passage à l'acte. L'idée qu'il pouvait décider, à un instant précis, de la fin d'une vie. Le frisson ne venait pas des cris ni du sang. Il venait de cette impression glaciale de pouvoir absolu. Quand il parlait de ses meurtres, Kay ne décrivait pas les émotions. Il détaillait les procédures. Comme un technicien qui explique comment démonter un moteur ou réparer un toit. Froid, clinique, presque détaché. Il listait les outils. Il décrivait les lieux. Mais jamais les regards, jamais les voix, jamais l'humanité de ceux qu'il tuait. Car pour lui, ils n'étaient pas des personnes. Ils étaient des variables dans une équation qu'il avait déjà résolue. Ce qui le satisfaisait n'était pas la mort en soi, mais le fait d'avoir réussi. D'avoir mis en place un plan et de l'avoir exécuté sans faille. C'était un jeu. Un jeu où la victoire ne laissait pas de trophée, seulement un silence parfait. Kay incarnait une forme de mal radicalement différente. Non pas le chaos, mais la mécanique. Non pas la rage, mais l'ordre. Il n'était pas le prédateur qui hurle dans la nuit. Il était l'ingénieur du vide. Un assassin méthodique qui construisait son œuvre sur une seule conviction. Tant qu'il maîtrisait chaque détail, il resterait invisible. Il y a des cartes qu'on aimerait ne jamais voir. Pas celles des routes touristiques ni des parcs nationaux. Mais celles qu'Israël Kay a dessinées dans son esprit, une Amérique parsemée de points noirs, de lieux contaminés, de terres retournées. Vermont, New York, Texas, Washington, Arizona. Des noms anodins, banals. Mais derrière chacun, une histoire que l'on ne connaîtra jamais en entier. Car Kay a transformé ces États en cimetières invisibles. Il enterrait ses kits de la mort comme d'autres enterrent des capsules temporelles. Sauf qu'ici, le futur n'apporterait ni nostalgie, ni sourire. Seulement l'horreur. Chaque kit contenait tout ce qu'il fallait pour enlever, tuer, faire disparaître. Un arsenal prêt à l'emploi, enterré parfois des années avant qu'il ne l'utilise. Certains ont été retrouvés. Des seaux pleins d'armes, de menottes, de sacs poubelles. Dégagés de la terre par les enquêteurs, des années après leur usage. Mais d'autres dorment encore. Sous les forêts. Sous les parkings. Sous les graviers au bord des routes. Et personne ne sait où. Chaque kit oublié, chaque cachette intacte est une bombe à retardement. Non pas parce qu'elle peut encore servir Kay est mort, emportant ses secrets. Mais parce qu'elle rappelle une vérité insupportable, des crimes n'ont jamais été élucidés. Des familles attendent encore des réponses. Des corps restent introuvables. Et la terre garde le silence. Les enquêteurs, confrontés à cette carte macabre, ont vite compris qu'ils n'auraient jamais la liste complète. Kay avait voyagé trop, planifié trop, brouillé trop. Il avait fait de l'Amérique entière son terrain de chasse. Et il avait semé ses kits comme des balises de mort, des jalons pour des crimes futurs. À l'échelle d'un pays, ces points se perdent dans l'immensité. Mais pour ceux qui restent, ils sont une condamnation. Chaque État est une possibilité. Chaque route, une tombe sans nom. L'horreur d'Israël Kay ne réside pas seulement dans ce qu'il a fait. Elle réside dans ce qu'il a peut-être fait. Dans ce que l'on ne saura jamais. Dans ces morceaux de terre banale, où sous quelques centimètres de gravier, reposent encore les fantômes qu'il a effacés. Décembre 2012. La lumière blafarde d'une cellule de détention éclaire un homme qui, pour la première fois depuis des années, ne contrôle plus rien. Israël Kay sait qu'il est au bout du chemin.
Pas de fuite possible. Pas de silence qui puisse suffire. Il ne veut pas d'un procès interminable, d'une salle bondée où ses secrets seraient disséqués. Il choisit donc sa sortie. Une lame de rasoir, passée entre ses doigts. Un geste lent. Précis. Comme toujours. Il s'entaille, saigne. Puis noue des draps, avec la même méthode qu'il utilisait pour ses cordes et ses pièges. Pas de cri. Pas de résistance. Juste le silence, étouffant, qui avale son dernier souffle. Quand les gardiens découvrent la scène, ils ne trouvent pas seulement un corps. Sur le sol de la cellule, une œuvre étrange les attend. 11 crânes, dessinés à l'encre noire. 11 visages vides, cerclés d'un pentagramme maladroit. Un message? Un aveu codé? Personne ne le saura jamais vraiment. Car il n'a laissé ni lettre, ni confession finale. Pas de liste de victimes. Pas de nom pour apaiser les familles. Seulement ce cercle de crâne, comme une signature d'outre-tombe. Une provocation ultime. Un vide organisé, fidèle à sa méthode. Le FBI a longtemps spéculé. Ces 11 crânes représentaient-ils ces victimes réelles? Ou seulement une mise en scène, un ultime brouillage de pistes? Les enquêteurs n'ont pas tranché. Mais une certitude demeure, Kay est parti comme il avait vécu, en laissant derrière lui une absence. Pas de vérité. Pas de conclusion. Juste des zones d'ombre, des routes inachevées, des familles sans réponse. Et, sur le sol glacé d'une cellule, ce dessin dérisoire qui tient lieu de tombe pour des vies volées. Israel Kay avait toujours voulu maîtriser son histoire. En choisissant sa mort, il a écrit le dernier chapitre à sa manière. Fermé, brutal, hermétique. Un silence de pierre. Un crâne vide. Dans l'histoire criminelle américaine, certains noms deviennent des icônes. Bundy, Dahmer, Gacy, Ramirez. Des visages figés dans la mémoire collective, transformés en monstres de télévision, en personnages de documentaires, en silhouettes de cauchemars. Israel Kay, lui, n'a jamais voulu cela. Il n'a pas cherché la gloire médiatique. Pas de lettres provocatrices envoyées à la presse. Pas de surnom choisi avec fierté. Pas de confession tonitruante. Au contraire, il méprisait ceux qui cherchaient la célébrité par le sang. Il les traitait d'amateurs, incapables de se contrôler. Pour lui, la véritable puissance n'était pas d'être connu. C'était de disparaître. D'effacer toute trace, tout indice, tout nom. Pas de profil psychologique clair. Pas de mode opératoire répétitif. Pas de signature reconnaissable. Kay brouillait volontairement les pistes, mélangeait les méthodes, changeait d'état, de victime, de scénario. Un chaos organisé, pensé uniquement pour empêcher qu'on puisse relier ces crimes entre eux. Et pourtant, à force de flouter, il a fasciné. Parce qu'il a incarné la figure la plus effrayante qui soit. Celle de l'assassin sans visage. Pas de surnom effrayant. Pas d'icône morbide. Juste un homme banal, qu'on aurait pu croiser à la caisse d'un supermarché, dans un bar, dans un camping. Là réside l'horreur véritable. Kay n'était pas le monstre sorti de la forêt, ni l'ogre flamboyant d'une une de journal. Il était le contraire, l'homme ordinaire, invisible, insoupçonnable. Un vide humain qui savait tout sur nous, alors que nous ne savions rien de lui. Et c'est peut-être cela qui fait de lui un modèle ultime, une sorte de cauchemar de laboratoire pour les enquêteurs. Le criminel sans pattern, sans ego, sans légende. Un tueur qui n'a pas voulu être connu, et qui, par ce refus même, est devenu l'un des plus inquiétants de tous. Kay n'a pas laissé de grand manifeste moral ni de confession théâtrale. Il a laissé une démonstration pratique, une leçon silencieuse inscrite dans ses gestes. Son manuel ne se lit pas en phrases mais en répétition. Acheter en liquide, cacher des kits, voyager sous de fausses identités, revenir creuser, récupérer, repartir. Des habitudes microscopiques qui, assemblées, forment une méthodologie. Première leçon, la banalité. Être invisible plutôt que remarquable. Kay se présentait comme un homme ordinaire, c'est cette neutralité qui l'abritait. Deuxième leçon, la logistique. Le crime comme usine froide, cache préparé des mois à l'avance, matériel enterré, vérification. Patience et préparation tuent les investigations rapides. Troisième leçon,
brouiller toute signature. Changer de cible, de méthode, de lieu, multiplier les variables pour rendre la corrélation impossible. 4e leçon, contrôler la parole. L'aveu au compte-gouttes pour orienter, non pour expier. Donner des fragments, jamais la totalité, et garder le récit sous sa main. Le plus inquiétant n'est pas la technique en elle-même, mais sa reproductibilité. Aucun rituel inimitable, aucune folie inexplicable, seulement des gestes reproductibles par quelqu'un de déterminé et méthodique. Tant que des caches dorment sous la terre et que les routines quotidiennes laissent des fissures, la méthode peut réapparaître. Pour les familles, ce mode d'emploi est une torture, l'horreur rationalisée. Pour la société, c'est un défi. Comment cartographier et neutraliser un savoir-faire diffus? Les réponses sont techniques, coopération, traçage, fouille systématique et civique. Améliorer la vigilance collective, réduire les vulnérabilités ordinaires. Israël Kayemor, ses actes restent. Son livre n'était que geste et planification, mais un livre se lit. Et la leçon qu'il impose est simple et glaçante, la technique se transmet. Tant qu'elle existe, la vigilance doit rester active. Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le silence d'un itinéraire meurtrier, celui d'un homme qui n'aimait pas laisser de traces, un tueur nomade qui a transformé la planification en doctrine. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous conduire le long de routes désertes, de caches enterrées et de veilles glacées. Bienvenue pour un voyage au cœur des ténèbres.